C'est effectif. L'année judiciaire 2011-2012 a démarré aujourd'hui avec la rentrée solennelle des cours et tribunaux. L'actualité oblige, le processus électoral s'est invité au débat avec au centre le rôle du juge dans la réussite de ce processus. L'Algérie, la Mauritanie, le Niger et le Mali ensemble pour faire face au trafic de tout genre dans la bande sahélo-saharienne. Les chefs d'état-major de ces pays sont réunis ici à Bamako pour discuter de la problématique de l'insécurité. 41e pèlerinage de la communauté catholique du Mali, la ville de Kita a accueilli pendant 2 jours des milliers de pèlerins venus des 6 diocèses du Mali et des pays voisins. Le thème « L'Église vue comme une famille de Dieu au Mali » a meublé les débats. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations que nous commençons par la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Aujourd'hui, c'est l'année judiciaire 2011-2012 qui démarre ainsi. Le thème de cette rentrée est le rôle du juge dans la suite du processus électoral, un thème d'actualité pour notre pays qui s'apprête à organiser des élections générales et un référendum en 2012. Sidiki Dambili. Ce sont toutes les composantes de la grande famille judiciaire avec en tête les présidents du Conseil supérieur de la magistrature qui étaient réunis pour la cérémonie solennelle de la rentrée des cours et tribunaux. Un rituel avec comme sujet de réflexion cette année le rôle du juge dans la réussite du processus électoral, thème qui vient à point nommé dans un pays déjà dans la fièvre électorale de 2012. Ce thème nous offre l'occasion de jauger notre culture démocratique. Il est d'un intérêt tout particulier dans la mesure où il met en exergue le rôle éminemment important de l'un des principaux acteurs du processus électoral qui en compte plusieurs. C'est aussi le signe de la vitalité de la démocratie dans notre pays. Difficile donc de ne pas s'interroger sur le rôle des acteurs, notamment celui du juge dans la réussite du processus électoral. Comment le juge peut-il contribuer à assurer à l'électeur ou à l'éligible les meilleures garanties possibles afin que les choix puissent être respectés? Réponse et réquisition. Les membres de l'institution judiciaire et principalement les magistrats, malgré nos préférences individuelles, n'ont pas à prendre position pour tel ou tel parti politique, ni à donner des consignes de vote en faveur ou en défaveur de tel candidat, conformément aux dispositions de l'article 20 du Code de déontologie. Pour l'équilibre et la paix dans la cité, il faut que le droit et la justice règnent. Le droit et la justice passent nécessairement par l'indépendance du juge. Cette indépendance est un droit fondamental reconnu par la Constitution. Elle est un devoir essentiel dont l'impartialité est le corollaire nécessaire. La nouvelle année judiciaire s'annonce chargée avec de rudes épreuves à l'appui pour notre jeune démocratie. D'où l'appel du président de la République au patriotisme, au civisme et à l'esprit de responsabilité de tous les acteurs pour qu'au finish, le Mali soit le seul gagnant. Et le juge est certes un maillon essentiel du processus. Mais il concourt avec d'autres, il faut le reconnaître, il n'est pas seul. D'autres acteurs à la réussite des élections. Aussi, je partage votre exhortation aux différents acteurs, nommément la CENI, les partis politiques, la société civile et la presse à assumer toutes leurs parts de responsabilité pour les élections apaisées. J'ai toujours répété et insisté que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour la classe politique. C'est les bénéficiaires, c'est eux qui seront présidents ou les candidats, c'est eux qui seront députés. C'est eux qui seront élus. Donc, ils doivent s'investir. Vous n'allez pas croiser les bras à attendre qu'on finisse tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Les listes électorales. Lorsque je pars dans certains bureaux, je suis inquiet. Pourquoi? Au vu du nombre de ceux qui sont venus, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais voilà qu'on organise un grand meeting ici, on remplit tout, on montre partout à la télé, voilà du monde, sans se rendre compte que est-ce que ceux qui sont là ont même été inscrits sur la liste électorale. La grande famille judiciaire est avertie. La réussite des élections à venir est un défi à relever par le peuple malien et la justice devra pleinement jouer sa partition en disant uniquement les droits. Car comme le dit l'autre, si le droit est une science, juger est un art.
Juste après donc l'ouverture des travaux, le rapporteur Oumar Seynou, magistrat à la Cour suprême, a développé le thème au rôle du juge dans la réussite du processus électoral. Un exposé très dense avec deux axes majeurs, les pouvoirs du juge électoral et les conditions indispensables pour la réussite du processus électoral. C'est ce que nous dit Sidiki Dambélé. Décryptage. À l'audience solennelle de la rentrée de cours et tribunaux, un seul leitmotiv était sur toutes les lèvres. Parler du rôle du juge dans la suite du processus électoral place le juge au centre du débat. Oui, le juge. Encore le juge. Et toujours le juge. Ici, tous sont convaincus que le juge est un maillon essentiel du processus électoral et pour cela, il doit se mettre au-dessus des clivages politiques et partisans comme lui impose son serment. L'un des problèmes de la démocratie en Afrique, c'est l'absence d'un pouvoir judiciaire réellement indépendant. Les magistrats ne sont pas toujours prêts à se départir d'une certaine allégeance envers l'homme qui les a nommés ou le parti au pouvoir. Pendant de longues années, a-t-on coutume de dire, il faut arriver à briser cette conception. Si le juge de l'appréciation de la légalité des listes électorales est investi d'un pouvoir important, celui en charge du contentieux des opérations électorales proprement dit assume un rôle déterminant. Appelé souvent juge de l'élection, il dispose de pouvoirs étendus. Il peut confirmer, modifier ou annuler les résultats d'un scrutin. Indépendance, neutralité, impartialité, intégrité, loyauté, objectivité, obligation de réserve constituent les principes de base de la profession du juge. Vous avez également mis l'accent sur les lourdes responsabilités, encore une fois, qui pèsent sur les épaules du juge en matière électorale. Et surtout, vous avez évoqué un point important. La crainte de le voir devenir à lui seul un troisième tour du scrutin. Au vu des irrégularités sanctionnées, soit en amont ou en aval des élections, il est en somme attendu du juge des décisions saines qui garantissent la stabilité, la paix, la cohésion de notre pays. Les thèmes de cette rentrée interpellent l'ensemble des acteurs de la grande famille judiciaire, le juge électoral surtout étant considéré comme un arbitre dans un match de football où il y a nécessairement un vainqueur et un vaincu. La part de responsabilité du juge électoral réside dans un menu dont l'entrée est son indépendance et sa neutralité, le plat de résistance, son objectivité, sa transparence, sa loyauté et son intégrité, et enfin pour mieux digérer sa sérénité à travers la confiance du corps électoral. En tout cas, les juges sont décidés à jouer leur partition pour la réussite des élections de 2012. Reste maintenant à composer avec les autres acteurs du processus électoral pour un jeu pas comme les autres. Marcher sur des œufs sans en casser. Voilà les paris à gagner. Vous pourrez donc suivre l'intégralité du discours du président de la République, Amadou Toumani Touré, à l'audience solennelle de la rentrée des cours et tribunaux. Ce sera juste après ce journal. Un autre sujet, face à la persistance des menaces terroristes et du trafic multiforme dans la bande sahélo-saharienne, il convient de redoubler de vigilance et de renforcer la coopération interétatique. C'est du moins une démarche adoptée par l'Algérie, la Mauritanie, le Niger et le Mali. Les chefs d'état-major de ces pays sont réunis ici à Bamako. Ces assises de 2 jours devront permettre de discuter de la problématique de l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne et de réfléchir à de nouvelles stratégies pour y remédier. La réunion se tient à l'école de maintien de la paix à l'une Blondin B. Le point, c'est avec Brahma Traoré. Quand la hiérarchie militaire se retrouve, l'essentiel des débats ne peut porter que sur la sécurité. L'évidence est bien cette réunion des chefs d'état-major de l'Algérie, de la Mauritanie, du Niger et du Mali. 4 chefs d'état-major ensemble pour discuter de la problématique de l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne. Une préoccupation commune à laquelle il faut trouver une solution commune. La persistance des menaces liées au trafic multiforme dans cette bande, greffée à la menace terroriste de plus en plus grandissante, exige de chacun et de tous de redoubler de vigilance et de coopérer plus étroitement avec les autres. D'ores et déjà, je voudrais vous féliciter, messieurs les chefs d'état-major des armées,
pour vos engagements individuels et collectifs à mettre en œuvre des stratégies élaborées en synergie par nos chefs d'État respectifs. Il s'agit aussi de renforcer la coopération interétatique et les échanges d'informations en matière de la lutte contre l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne. Ainsi, au cours de cette réunion, les chefs d'état-major devront réfléchir à de nouvelles stratégies en vue de la sécurisation de l'espace commun. Déjà, on se réjouit des résultats obtenus sur le terrain. Sans prétendre être exhaustif dans le récit de toutes ces réalisations, je voudrais néanmoins noter l'installation officielle du comité d'état-major opérationnel conjoint CEMOC lors de la réunion du Tamaraset le 21 avril 2010, l'élaboration et l'adoption des textes de base, un plan simplifié d'opérations à envisager. Cela a permis notamment de conduire des travaux de planification dans un état-major multinational, collecter et gérer des renseignements opérationnels, tester les réseaux de communication radio mis en place dans chacun des pays. Ces acquis ont été évalués par les chefs d'état-major. L'exercice au terme duquel le Mali a passé la présidence du Conseil des chefs d'état-major à la Mauritanie pour un mandat d'1 an. Notre pays a eu l'honneur et le privilège de présider ce conseil pendant 14 mois. Après donc cette réunion, le président de la République, Amadou Toumani Touré, a accordé cet après-midi même une audience aux chefs d'état-major de l'Algérie, de la Mauritanie, du Niger et du Mali. Ils sont venus faire le point de leurs travaux au chef de l'État et échanger avec lui sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale pour mieux lutter contre le terrorisme. Ces chefs d'état-major sont ici à Bamako dans le cadre de la passation de la présidence du Conseil des chefs d'état-major du Mali à la Mauritanie. Voilà donc l'audience accordée par le chef de l'État à ces chefs d'état-major de l'Algérie et du Mali. Nous vous en parlions en début de journal. Le 41e pèlerinage de la communauté catholique du Mali a pris fin hier au pied de Notre-Dame du Mali à Kita. Pendant 2 jours, des milliers de pèlerins venus des 6 diocèses du Mali et des pays voisins ont prié et médité autour du thème « Église, famille de Dieu au Mali » avec Marie avance au large. Les cérémonies de prière étaient animées par le diocèse de Kaï. Envoyés spéciaux à Kita, Laurent Diakité, Karoun Akita et Abdul Salamba. C'est avec une longue procession qu'a débuté à Kita le 41e pèlerinage de la communauté catholique du Mali. La procession s'est ébranlée au sanctuaire marial où les pèlerins ont commencé à méditer et prier autour du thème « Église, famille de Dieu au Mali » avec Marie avance au large. Nous sommes ainsi invités à jeter un regard rétrospectif sur notre agir chrétien, sur notre vie de foi chrétienne, afin de faire plus. Notre méditation sera soutenue par le diocèse de Caille. La nuit du samedi, une longue procession avec des milliers de bougies illuminant l'obscurité s'est dirigée sur la colline mariale pour une veillée de prière. Et c'est au cours de cette veillée que la chorale du diocèse de Caille a invité les pèlerins à suivre dans la méditation quelques tableaux scéniques sur notre foi en Jésus et notre marche à sa suite au service de l'Église et de notre pays, le Mali. La messe dominicale a été célébrée par l'archevêque de Bamako qui a remplacé le défunt évêque de Caille, Monseigneur Joseph Dao. Cette cérémonie a été marquée d'abord par la liturgie de la parole meublée par des chants et prières et la lecture des évangiles. Dans son homélie, l'archevêque de Bamako a rendu un vibrant hommage à Monseigneur Joseph Dao qu'il avait surnommé avant la mort de ce dernier roue de secours. Je ne savais pas qu'aujourd'hui tu serais venu ici, dans ce sanctuaire de Kita, pour me donner le surnom que je t'ai donné, roue de secours. Merci pour ce tour que tu nous joues. La célébration de l'Eucharistie a été le deuxième temps fort de la cérémonie. Les pèlerins ont reçu la communion et ce rite s'est terminé par des chants d'action de grâce. Prenant la parole au nom du président ATT et du gouvernement du Mali, le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales s'est d'abord incliné devant la mémoire de l'illustre disparu, Monseigneur Joseph Dao, avant de lancer un appel à toutes les confessions religieuses du Mali.
Je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel solennel à toute la communauté catholique du Mali et à l'ensemble des confessions religieuses, à chaque Malienne et à chaque Malien, de faire don de soi dans l'affirmation de son identité religieuse et de toutes ses croyances au service du développement inclusif du Mali émergent, où la paix, la tolérance et la concorde régneront. Le 41e pèlerinage catholique du Mali, qui s'est achevé à Kita, a permis aux pèlerins à travers Marie d'exprimer toute leur gratitude à Dieu. Le 42e pèlerinage est prévu en novembre 2012 et l'animation sera assurée par l'archidiocèse de Bamako. C'est demain que s'ouvre ici à Bamako la deuxième édition de la Bourse de l'emploi et de la formation professionnelle. Ça se passera au Centre international des conférences de Bamako sous la présidence du chef de l'État. Quels sont les enjeux de cette deuxième édition? Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle répond au micro de Moïse Traoré. La lutte contre le chômage et tout ce que nous faisons comme recherche de solutions aux problèmes d'emploi, l'axe central, c'est la création d'entreprises. Nous nous sommes rendus compte que la recherche d'idées, la bonne idée de projet, les jeunes ont beaucoup de difficultés à trouver les bonnes idées de projet. Et quand ils ont les bonnes idées de projet, ils peinent également à élaborer les plans d'affaires. Et c'est pour régler ces deux problèmes que nous avons imaginé ce concept-là en réfléchissant à leur place. Et comme si nous offrons presque des entreprises clés en main. Et donc, réellement, c'est le grand enjeu, inciter les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. Nous voulons réellement mettre l'accent sur le développement des compétences. Et là aussi, nous nous rendons compte que dans les entreprises, il y a des emplois qui ne sont pas toujours occupés par les jeunes. Et donc, nous essayons de voir réellement comment on peut structurer ces formations, comment on peut offrir également des formations relativement à ces emplois. C'est une opportunité qui leur est offerte ici. Et ils font l'économie, comme je l'ai dit tantôt, de la recherche d'idées de projets. Nous sommes engagés par ce que nous offrons. Parce que nous avons fait des investigations et nous avons la certitude que c'est des entreprises normalement qui doivent marcher. Donc, ils font l'économie de la recherche d'idées de projets. Ils font également l'économie de l'élaboration des plans d'affaires parce que nous avons fait étudier par nos structures. Nous sommes engagés par nos offres. C'est valable également pour les bons de formation et ils peuvent tenter cette chance. Cette perche qui leur est tendue, je pense que c'est important qu'ils puissent la saisir. Une autre rencontre, celle à laquelle a pris part le médiateur de la République, Django Sissoko. C'était du 16 au 18 novembre 2011 au 7e congrès de l'Association des médiateurs qui s'est tenu à Luxembourg sur le thème « Les spécificités de l'institution du médiateur ». À l'issue de l'Assemblée générale qui s'est tenue donc au cours du congrès, des anciens médiateurs ont été élus en qualité de membres honoraires, parmi lesquels Mme Diakité Fatoumata Ndiaye, ancien médiateur de la République du Mali. M. Django Sissoko a été élu membre du bureau en qualité de trésorier. En 2020, la ville de Bamako sera dotée d'une station de capacité de production d'eau potable pouvant atteindre 240 000 m3 par jour pour près de 6 milliards de francs CFA. Ce projet, appelé projet de Kabbalah, sera réalisé en deux phases. La rencontre entre le ministre de l'Énergie et de l'Eau et ses partenaires techniques et financiers a pour but de faire une mise au point sur l'évolution du projet. Cette première phase va permettre de produire 144 000 m3 d'eau par jour d'ici 2015. Mahamadou Bagayoko pour les détails. Desservir plus d'1 million de personnes en eau potable à Bamako et environ répond à l'un des objectifs du millénaire pour le développement. Le projet dit projet de Kabbalah se réalise en deux phases. La première tranche doit produire 144 000 m3 d'eau potable par jour. Après la rencontre avec les partenaires techniques et financiers en avril 2010, cette 5e journée d'échange porte sur l'état d'avancement du projet. Il est à constater qu'à ce jour, les résultats des études de viabilité économique et financière sont disponibles, ainsi que les rapports provisoires des études d'avant-projet sommaire du réseau de distribution d'eau potable.
Le rapport provisoire d'études d'impact environnemental et social et les premières conclusions concernant les études d'avant-projet détaillées des ouvrages de production et de stockage sont aussi disponibles. Le ministre se réjouit également du démarrage des études du nouveau schéma directeur d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako. Toutes ces actions renforcent la confiance des partenaires techniques et financiers. La préparation et la mise en œuvre en bonne collaboration entre le ministère de l'Énergie et de l'Eau et les partenaires techniques et financiers depuis 2 ans dans le contexte de ce projet nous a déjà menés loin. La réforme institutionnelle, à savoir la séparation des services de l'eau et de l'électricité, contribue à faciliter la réalisation du projet de Kabala. Le gouvernement du Mali, en vue de créer les conditions favorables au développement des services d'eau potable et d'électricité, a procédé à la séparation du patrimoine et de la gestion des secteurs de l'électricité et de l'eau potable avec la création de la Société malienne de patrimoine de l'eau potable, SOMA-PPSA, et de la Société malienne de gestion de l'eau potable, SOMAGEP-SA. Cette réforme, expression de notre volonté politique très forte, vise à doter le sous-secteur de l'hydraulique urbaine d'un cadre institutionnel viable et fiable. À rappeler que le coût global du projet est estimé à près de 166 milliards de francs CFA. En prélude à la table ronde que le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement organise avec les partenaires techniques et financiers, dont l'objectif est d'obtenir des bailleurs de fonds des engagements concrets par le financement du schéma directeur d'assainissement de Bamako, dont la première phase s'élève à plus de 200 milliards de francs CFA. Le professeur Tchemoko Sangari, ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, nous donne plus de détails. Il est au micro de Bourama Traoré. Il n'est un secret pour personne que notre capitale souffre d'un déficit important d'assainissement. Et c'est pourquoi, conformément aux orientations du chef de l'État qui a à maintes reprises réaffirmé sa volonté de procéder à une amélioration sensible des conditions de vie des Maliens, nous avons élaboré le schéma directeur d'assainissement de Bamako. Ce schéma directeur a été achevé pratiquement en 2008 et depuis, nous étions en train de prendre contact avec les bailleurs de fonds potentiels pour voir dans quelle mesure nous pourrons arriver à avoir le financement et passer à la mise en œuvre du schéma directeur. Nous avons fait le tour des principaux bailleurs de fonds et la table ronde que nous programmons pour le 22 de ce mois sera la dernière étape de ces consultations avec les partenaires techniques et financiers. Ce que nous ambitionnons à travers cette table ronde, c'est d'obtenir des partenaires techniques et financiers des engagements concrets en termes d'intervention dans la mise en œuvre du projet. Activité politique à présent, le parti Union pour la République et la démocratie, URD, vient d'animer sa 5e conférence régionale à Gao. Le parti effectuait en même temps sa rentrée politique en 7e région, une occasion pour les responsables de l'URD de faire le point de la mobilisation des militants à quelques mois des élections. Le candidat du parti Soumaïla Cissé, à la tête d'une forte délégation de l'URD et de partis amis venus, a fait le déplacement. Nos correspondants Drissa Konaté et Djibril Bakayogo sont allés voir à Ansongo. Grande mobilisation de l'Union pour la République et la démocratie URD à l'occasion de sa rentrée politique à Ansongo. Le candidat investi du parti de la poignée de main, Soumaïla Cissé, à la tête d'une forte délégation de responsables de l'URD et des partis amis venus du Mali et de l'étranger, a pu apprécier le travail accompli sur le terrain par les sections de Gao et d'Ansongo. La 5e conférence régionale d'Ansongo a abordé les questions liées à la mobilisation des militants pour les échéances électorales de 2012, l'inscription des électeurs sur les listes électorales et la mise en place d'alliances les plus larges possibles. Nous avons vu une population très enthousiaste. Nous avons trouvé cette mobilisation importante qui est là, qui montre encore une fois la vitalité du parti. Mais au-delà du parti, nous avons beaucoup de partis amis de l'intérieur qui sont là. Vous voyez que je suis accompagné du président Tangara de la FCD et d'autres partis aussi qui sont là, qui sont venus nous soutenir. En un mot, notre projet de société est porteur
nos valeurs sont partagées par beaucoup de partis et aujourd'hui nous sommes vraiment sur une pente montante et cette pente montante, nous l'espérons, nous amènera à la victoire. C'est une URD assurément en ordre de bataille qui est venue rencontrer ses militants à la base. Les différentes composantes du parti, notamment les femmes et les jeunes, étaient tous au rendez-vous dans Songou. Je me félicite du fait que nos projets sont partagés et parmi les grandes préoccupations de la région, il y a bien sûr l'emploi des jeunes, il y a le problème de l'école qui reste un problème réel, il y a le problème de la santé, encore des SESCOM un peu éloignés, mais il y a aussi un grand souci des populations, un souci relatif à la paix et à la sécurité. Cette 5e conférence régionale a revêtu un fort cachet culturel avec une animation culturelle très colorée à Gao et une course de pirogues à Ansongo. Le Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PASJ, en mobilisation générale en 3e région, la coordination régionale en charge de la campagne ADEMA 2012 dans la région de Sikasso vient d'entreprendre une tournée d'information et de sensibilisation des cadres militants et sympathisants des abeilles avec en ligne de mire la victoire ADEMA en 2012. C'est du moins ce que nous dit Daouda Diakiti. Conscient de l'ampleur et de l'immensité du travail lié à la mobilisation des militants, la synergie des actions et des efforts est plus que nécessité. Ainsi, pour réussir ce pari, le comité exécutif de l'ADEMA a engagé une grande tournée de sensibilisation, mais surtout d'information des militants à la base pour une meilleure prise en compte des préoccupations. Depuis la tenue de la conférence nationale d'investiture du candidat de l'ADEMA, le comité exécutif a entrepris d'organiser des missions d'information et d'échange à l'intérieur du pays, à l'effet d'échanger avec les structures du parti sur la bonne organisation des élections à venir. Par cette rencontre de prise de contact et d'échange avec la section de Sikasso, le comité exécutif du Parti pour la solidarité et la justice ADEMA PASJ entend partager avec les cadres, militants et sympathisants les priorités du parti pour réussir les élections générales de 2012. Nous échangerons essentiellement sur le renforcement des capacités, les préparer à mieux organiser leurs structures et leurs dispositifs de campagne, mais également les voies par lesquelles ils doivent tenir compte du contexte politique actuel, de l'échiquier politique actuel, comment est-ce que ces militants doivent mieux s'organiser pour pouvoir mobiliser les maximums de militants, les maximums de personnes susceptibles de voter à ADEMA. Les cadres de la section du Parti de l'Abeille, tout en se réjouissant de cette initiative du comité exécutif, ont invité les militants à plus d'engagement et de conviction pour la victoire finale en 2012. La coopération intercommunale transfrontalière Mali-Burkina Faso prend corps. La mairie de Djibasso, dans la province de Kossi, au Burkina, a servi de cadre à la signature de 2 conventions. Une convention sanitaire transfrontalière entre 3 communes rurales bénéficiaires. La seconde est une convention locale de gestion des ressources naturelles transfrontalières que partagent 9 communes du secteur de Tomigna au Mali et de la province de la Kossi. Hamaïgire Ogobaradolo. Par cette première signature, les maires des communes rurales de Mafouné, Mandiakoui et de Djibasso officialisent la création du groupement de coopération sanitaire transfrontalière pour la gestion du centre de santé communautaire Warokui-Wania. Le groupement, ou GECOSAT, aura une présidence rotative, tout comme la présidence du comité de gestion. Coopération de proximité, elle vise le bon état de santé des populations pour un développement durable. Le Mali et le Burkina partageant le même quotidien. Et la cérémonie qui réunit ce matin traduit à suffisance sa volonté, ce partage, cette coopération fructueuse, ce bel exemple de cohabitation entre nos 2 États. La signature de conventions en matière de gestion des ressources naturelles transfrontalières, le centre transfrontalier de santé entre Wania et Warukoi traduisent la mise en œuvre d'un concept que nous avons défendu ensemble, que nous avons vulgarisé en Afrique. C'est le concept de pays frontières. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'assister à la concrétisation de ce concept. Ce n'est pas pour rien que le Mali et le Burkina sont cités dans la sous-région comme un bel exemple de coopération
frontalières et même transfrontalières. L'autre convention est relative à la gestion des ressources naturelles transfrontalières entre le cercle de Tomia au Mali et son homologue, la province de la Kossi au Burkina. Elle formalise de façon consensuelle des dispositions d'une gestion participative, durable et économique des dites ressources, propriété de 9 communes rurales de Tomia et de la Kossi. Elle a été élaborée avec le concours du pacte GIZ. Nous devons poursuivre sans relâche à promouvoir le type de coopération qui sans doute peut contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de l'intégration régionale, tels que la libre circulation des personnes et des biens, le droit d'établissement et tant d'autres. Lancement officiel ce matin même à Gao du projet de modernisation du réseau de fibres optiques et d'information du Mali. Le projet qui coûte la bagatelle de 20 milliards de francs CFA comporte une transmission en fibre optique à haut débit. Il doit relier les régions du Nord au Niger et à l'Algérie sur une distance de 915 km. Il permettra notamment à notre administration d'être plus efficiente dans l'exécution de ces programmes de développement. Oumar Moussa Traoré y reviendra dans nos prochaines éditions. En 5e région, une mission de la Commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale était samedi dans la zone Officerie Mopti. Objectif s'enquérir de l'état des récoltes pour la campagne agricole 2010-2011. Yaya Bokoum pour les détails. L'installation tardive des pluies, son déficit et sa mauvaise répartition dans l'espace et le temps ont occasionné en zone Officerie Mopti des pertes de superficie d'environ 10 243 hectares, soit 27% des superficies prévues. Il y a eu des conséquences de part et d'autre selon que l'on se situe dans les cultures sèches, c'est-à-dire le mil, le sorgho, le maïs et le fonio. Là, à ce niveau, malgré les pertes de 27% d'une façon générale, on peut dire qu'à ce niveau, la situation est moyenne. Mais par contre, la grosse difficulté se situe au niveau des cultures irriguées, notamment le riz. Pour mieux s'imprégner des réalités, une mission de la Commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale a sillonné les casiers rizicoles zone Officerie Mopti. Il y a des informations qui nous sont parvenues, qui nous font comprendre que la saison, la campagne agricole est complètement perdue, elle ne sera pas du tout bonne. Par contre, officiellement, on nous fait comprendre que la campagne sera moyenne. Le bureau de l'Assemblée nationale a décidé d'instruire à la Commission de développement rural et de l'environnement à aller sur le terrain, s'enquérir de la réalité. Cette contre-performance agro-hydroclimatique enregistrée aura des conséquences néfastes sur les populations encadrées et l'Officerie Mopti. Il va y avoir des pénuries alimentaire au niveau de la région. Il y a également le fait que les producteurs se sont engagés auprès des banques et des institutions de microfinance. Du fait que les casiers n'ont pas donné, on s'attend logiquement à une chute des redevances. Selon le directeur général de l'Officerie Mopti, en vue d'atténuer les conséquences de cette contre-performance enregistrée, les mesures énergiques doivent être envisagées pour soulager les producteurs et permettre aussi à l'ORM d'entamer la prochaine campagne agricole 2012-2013 sous de bons auspices. Sécurité alimentaire, un système d'information intégré et une centrale d'information au Mali, c'est l'ambition du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. En collaboration avec le ministère de l'Agriculture, le SILS a organisé une journée d'information sur l'état des lieux des 10 systèmes. Une quarantaine de spécialistes de la question prennent part à la journée. Le compte rendu, c'est avec Moïse Traoré. Depuis une dizaine d'années, les politiques et stratégies de sécurité alimentaire au niveau national et régional se fondent sur des systèmes d'information. L'ouverture de la journée d'information et de diagnostic de l'état des lieux des systèmes d'information intégrés du SILS sur la sécurité alimentaire et d'une centrale d'information au niveau national, cette journée est présidée par le ministère de l'Agriculture. Au nom du ministre, le secrétaire général du département fait remarquer que la gestion inadéquate et l'insuffisance d'analyses conséquentes de données ne sont pas de nature à apporter des réponses idoines aux situations d'insécurité alimentaire. Ce système vise d'une part à décloisonner l'information sur la sécurité alimentaire, les marchés et les opportunités d'échange, et d'autre part à créer un environnement favorable et adéquat pour produire des informations
à partir des analyses intégrées. Les participants à la journée sont une quarantaine de représentants de structures nationales chargées des systèmes d'information et ou productrices de données de base des partenaires au développement. La société civile et le secteur privé sont également représentés. Nous avons quand même pensé utile, jugé opportun, qu'il fallait donc faire une revue de ces systèmes d'information. Alors nous sommes donc dans cette dynamique. Alors il s'agit pour nous de voir comment on peut désormais intégrer les facteurs qui justement influent la sécurité alimentaire. Il y avait des analyses qui étaient faites, ces systèmes d'information permettaient de faire des analyses et puis produire des informations, mais le plus souvent ces informations n'étaient pas toujours adaptées. Alors donc il était question pour nous de revoir justement tout ce que nous avons fait depuis des décennies et rectifier les tirs. Outre l'examen des forces et faiblesses des systèmes de collecte et d'archivage existants, le programme de la journée comprend une visite de services techniques. Du 23 au 25 novembre prochain, notre pays abritera la 8e édition du festival Ondes de Liberté. Et cette année, le thème choisi est Radio et processus électoral en Afrique, un thème qui vise la réussite des élections en Afrique. C'est pourquoi le festival Ondes de Liberté est placé sous la haute présidence du chef de l'État. À propos, nous vous proposons d'écouter le ministre de la Communication, Sidiki Mfa Konate. Le thème, c'est Radio et processus électoral. La question est de savoir pourquoi nous avons choisi ce thème en ce moment précis. Eh bien, vous savez que l'année 2012, l'an prochain, une bonne partie des pays africains se trouvaient être engagés dans le processus électoral, dans des élections générales. Pas seulement au Mali, dans beaucoup de pays de la sous-région et même en Europe. Nous avons pensé que si les soucis partagés, non seulement au niveau du gouvernement, mais au niveau des populations, le souci est d'avoir des élections libres, transparentes, crédibles et surtout apaisées. Il fallait, si on doit y arriver, commencer d'abord par préparer l'opinion, préparer le corps social. Si effectivement on veut récolter des élections crédibles, transparentes et apaisées, il faut commencer par s'aimer. Pas simplement quand on va parler de carte d'électeur, pas simplement quand on va parler d'urne, quand on va parler de fichiers, mais aussi il faut parler de tous ceux qui font l'opinion, les sentinelles de l'opinion, les sentinelles de la démocratie. C'est ça la presse. C'est pour cela que nous avons pensé, dans le cadre d'une stratégie globale de communication, nous avons pensé qu'il fallait obtenir une mobilisation sociale autour des élections. Et pour ce faire, il fallait commencer à parler des élections. À parler des élections avec un certain nombre d'acteurs. Parce que pour réussir des élections, ce sont des faisceaux d'acteurs qui interagissent pour réussir à organiser les élections. Et parmi ces acteurs, bien entendu, vous avez les médias, vous avez la radio, vous avez la télévision, vous avez d'autres supports. Et c'est pour cela que nous avons pensé, dès maintenant, faire un focus à travers la radio sur le processus électoral, pour que l'ensemble du corps social soit informé, soit imprégné des défis qui nous attendent pour l'année 2012. Les élections, vous le savez, chacun souhaite que ce soit une fête. Mais vous savez également que les périodes électorales sont grosses de dangers, de perturbations. Pour éviter tout cela, il est bon, au niveau de l'imaginaire collectif, au niveau du corps social, nous puissions prendre des dispositions pour que les élections soient l'affaire de tous, pas simplement au niveau du microcosme politique, que l'ensemble du corps social soit imprégné de tout ce que nous devons entreprendre, de tout ce que nous devons mettre en œuvre pour réussir des élections transparentes, crédibles, apaisées. Je voudrais dire que l'importance du festival nécessite quand même une mobilisation des Maliens et des Maliennes, n'est-ce pas, monsieur le ministre? Oui, l'importance du festival nécessite une mobilisation. Et ce qui est important, c'est pour cela que cette année, nous avons souhaité qu'il y ait une animation. Il faut que le festival sorte du ghetto des professionnels. Un festival doit être populaire. Ça doit être vécu par l'ensemble de la population. C'est pour cela que nous avons souhaité qu'en plus des exposés que vous allez faire entre professionnels, des débats que vous allez mener entre professionnels, qu'en plus de tout cela, la radio descende vers le public, que la radio aille à son public. Parce qu'il n'y a pas de radio sans public. Il faut associer la population. Il faut associer la population de Bamako à travers justement des spectacles. Et c'est en cela que véritablement la radio va jouer son rôle
des catalyseurs. Le Festival Ondes de Liberté, ce n'est pas simplement pour les radiodiffuseurs, c'est aussi pour l'ensemble de la presse. Notre consoeur de l'ORTM, notre consoeur d'Africable, les radios privées, mais aussi tous les journaux. C'est la fête de la presse. Ce n'est pas simplement la fête des radios. C'est la fête de la communication. C'est la fête de l'ensemble du monde de la communication. Et chacun doit se sentir concerné, surtout par rapport au thème, parce que ce thème nous engage tous. Et je suis heureux que nos partenaires traditionnels, comme l'Institut Panos, comme l'USAID, aient adhéré à cette démarche gouvernementale. C'est l'occasion de les remercier. Nous continuons de travailler ensemble. La Commission continue de travailler, mais je suis persuadé qu'avec l'engagement à nos côtés, aux côtés du gouvernement, aux côtés de l'URTEL, de l'Institut Panos et l'USAID, je suis persuadé que nous allons avoir d'excellents résultats. Voilà, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il était au micro de Daouda Zoumana Traoré. On va rappeler que le festival Ondes de Liberté, c'est du 23 au 25 novembre prochain, ici à Bamako. 18 centres d'alphabétisation seront bientôt opérationnels dans 9 communes du cercle de Yélimani. Ces centres contribueront à la formation de 540 femmes. Le projet va coûter plus de 72 millions de francs CFA à l'Association malienne de solidarité et de coopération internationale pour le développement et ses partenaires. Envoyé spéciaux à Yélimani, Agali Agagissa, Massa Doumbia. Cérémonie modeste mais pleine de signification. Il s'agissait en effet du lancement d'un programme d'alphabétisation de 18 groupements féminins dans 9 communes du cercle de Yélimani. Ces femmes qui ont déjà bénéficié d'un financement de l'Union européenne pour développer les maraîchages dans leur localité vont bientôt pouvoir lire, écrire et calculer en langue nationale soninké. Cette initiative de l'Association malienne de solidarité et la coopération internationale pour le développement, AMSID, et ses partenaires a un double objectif. Les objectifs généraux de ce programme sont de contribuer à la prise d'autonomie des femmes et au renforcement de leurs capacités. Le montant global du projet est de 72 324 000. La Fondation Orange Mali et le Secours populaire français, ces deux principaux partenaires de l'AMSID, ont contribué respectivement à hauteur de 67% et 19% au financement de ce projet qui va se dérouler en 3 phases. Ce projet a pour ambition d'alphabétiser 540 femmes. Une fois alphabétisées, 270 de ces femmes auront la chance de recevoir une formation en comptabilité-gestion. Dans le but de pérenniser ce projet, nous formerons parmi ces femmes 72 formatrices relais. L'AMSID, à travers cette activité, contribue à traduire dans les faits la politique nationale de l'éducation non formelle, c'est-à-dire le faire-faire. Dans son discours, le préfet du cercle de Yélimani, Sekou Samake, a exhorté les apprenantes à plus d'assiduité et d'engagement. Et c'est la visite du centre d'alphabétisation CD de la ville de Yélimani qui a mis fin à la cérémonie. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a tenu aujourd'hui la 2e session de son conseil d'administration. Au cours de cette session, les administrateurs ont fait le bilan des réalisations, celui des projets scientifiques en vue de proposer des solutions pour le bon fonctionnement du centre. Depuis sa création à nos jours, plus de 2000 patients ont été consultés dans ce centre. C'est ce que nous dit Fatmata Kone. Au Mali, le nombre de naissances d'enfants atteints de drépanocytose augmente chaque année. Les sujets drépanocytaires varient entre 5 000 et 6 000. Tous ces malades ont besoin de soins rapides. Pour faciliter la prise en charge médicale, le gouvernement a créé en mars 2010 le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, CRLD. Le centre tient pour la 2e fois son conseil d'administration. L'objet est de montrer ce qui a été réalisé depuis l'ouverture, faire le point sur les projets scientifiques et les grands axes de travail, aussi bien sur le plan de la prise en charge des malades que de la recherche sur la maladie de l'équipe du centre. Le bilan est jugé satisfaisant. Il y a une cohorte de plus de 2000 malades drépanocytaires concernant les consultations. On a plus de 6000 hospitalisations concernant à peu près 50% des enfants, 50% des adultes. Ça, c'est en termes d'accès aux soins.
En ce qui concerne la recherche, on est actuellement environ à une dizaine de communications orales au niveau international et une publication dans une revue de pédiatrie. Selon le président du comité scientifique drépanocytose, grâce aux équipements, son centre a les mêmes capacités qu'un centre hospitalier international. Je suis très impressionné par tout l'arrangement ici. À l'Amérique maintenant, il y a beaucoup de problèmes pour garder la malade parce qu'il parle suffisamment la médecine. Je suis presque convaincu que dans 5 ans, il est le premier centre pour la drépanocytose dans le monde. Malgré ces réalisations, des difficultés existent. Parmi ces difficultés, c'est la mortalité et la morbidité causées par le paludisme qui inquiètent les administrateurs. C'est pourquoi le centre a sollicité la collaboration d'un centre de recherche américain. Les deux structures sont en échange d'expériences pour faire face au cas des femmes enceintes atteintes de drépanocytose. Jeudi 10 novembre 2011, une délégation de haut niveau du Bureau politique national du Parti pour la Convention nationale pour une Afrique solidaire face au RR a été reçue par une délégation de haut niveau du comité directeur national Parti pour le développement économique et la solidarité PDS. Les deux délégations ont eu des échanges autour des questions qui touchent leurs relations et certaines grandes préoccupations de la nation telles que l'éducation, l'insécurité au nord et le chômage. Direction La Courneuve en France pour prendre les nouvelles de la 3e édition de la fête de l'artisanat et du tourisme du Mali, une cérémonie mise à profit par le ministre de l'Artisanat et du Tourisme pour rassurer les tours opérateurs et les touristes de la stabilité du Mali et de la relance de l'activité touristique. Mohamed El Mokhtar a à cet effet rappelé les engagements des initiatives prises par le président de la République pour inciter les touristes et les partenaires techniques et financiers. Nous l'écoutons au micro de notre envoyé spécial, Mohamed Diarra. Dire aux tour opérateurs que nous avons rencontrés ici, c'est que la destination Mali est un produit important, est une destination importante, puisque nous avons un excellent produit à offrir. Et je rappelle que la grande rencontre qu'il y a eu à Londres l'autre jour, des tours opérateurs les plus importants en Europe, et j'allais dire dans le monde, a inscrit le Mali sur l'agenda touristique. Et ça, c'est important. Avant de venir ici à Paris, j'ai rencontré des Espagnols, des pays nordiques, la Hollande, le Danemark, les Suédois, et puis il y a les Italiens qui sont là, et puis j'ai rencontré même un groupe de Sud-Africains qui étaient au nord de Tombouctou, et qui ont fait un séjour à peu près de 15 jours au nord de Tombouctou, de la commune de Salam, qui est la commune la plus grande du Mali. Et nous avons des Américains qui sont programmés sur des voies directes sur Tombouctou et sur Mopti. L'État qui nous facilite, vous savez que le président de la République a instruit l'allègement fiscal pour tous les secteurs touristiques. Et ça, c'est si vous évaluez, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait un manque à gagner pour le budget de l'État. Et nous avons aussi un accord, un moratoire entre les secteurs touristiques en ce qui concerne les charges fixes, telles que les salaires, l'EDM et tout ça là. Nous avons signé ces moratoires, le secteur a signé ces moratoires avec l'énergie du Mali et avec l'INPS également pour que les paiements soient échelonnés. Et l'initiative, je voudrais les remercier ici, au nom de tous les Maliens qui sont là et au nom de tous les artisans de notre pays. C'est un effort important qu'il faut souligner. Nuit au Artem, la plus belle fille de la 6e région s'appelle Fatoumata Sissé, 19 ans, étudiante en sciences juridiques. Elle a pour première dauphine Tenenkroa Samake de l'école fondamentale de Gundam, deuxième dauphine Rabiatou Sissé, étudiante à la Flash. Elles ont toutes été choisies lors d'une soirée dont nous parle ici Adama Traoré. C'est dans une salle archi-comble de l'ex-CEDRAP de Tombouctou que la dizaine de postulantes a rivalisé en beauté, en éloquence et en tenue traditionnelle. L'ensemble inspiré des valeurs sociétales de la 6e région. La couronne tant convoitée a été enlevée par Fatoumata Sissé, étudiante à la faculté des sciences juridiques, prix in Jakarta plus 50 000 francs CFA. La première dauphine, Tenenkroa Samake, élève en 8e année fondamentale de Gundam, prix 100 000 francs CFA. La deuxième dauphine, Rabiatou Sissé, étudiante à la Flash, prix 75 000 francs CFA. J'ai de bonnes impressions quand on sait que l'édition Miss ORTM cette année
a porté surtout sur la promotion de la femme. Également, en dehors de tout ça, nous savons que c'est également la promotion de la culture malienne. Et qui dit culture malienne ne peut aucunement occulter Tombouctou. Tombouctou, c'est une cité mystérieuse, historique, qui fait la fierté, sinon je dirais, qui est la carte d'identité du Mali. Pour les responsables de l'ORTM Tombouctou, ce rendez-vous a pour vocation de valoriser la diversité culturelle. Fidèle à sa mission de promotion culturelle, l'ORTM Tombouctou a décidé de mettre cette année un accent particulier sur nos valeurs traditionnelles. Ainsi, les tenues et coiffures que les postulantes vont porter sont issues de nos sociétés ancestrales. Toutes les postulantes ont eu droit à des pièces de bazin riches en guise d'encouragement. Le public a eu droit également à un défilé des modes de tenue traditionnelle de Tombouctou. Cette nuit a été animée par Minata Kouyaté en compagnie des artistes locaux. La grande finale est prévue pour le 3 décembre prochain. Sport Football, c'est l'équipe des services centraux qui remporte la 3e édition de la Coupe du président du Conseil de la magistrature. Elle a battu en finale la formation des greffiers et secrétaires de greffe par le score de 3-1. C'était à la séance des tirs au but, temps réglementaire 0-0. L'événement était présidé par le chef de l'État, Amadou Toumani Touré, qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement ainsi que la famille judiciaire. Al-Jumatina. Le public présent au stade Ouenzel Koulibaly a passé sportivement un après-midi grandiose avec la 3e édition de la Coupe du chef suprême de la magistrature Amadou Toumani Touré. Occasion pour le président de la République d'être parmi les siens afin de boucler en beauté ce tournoi qui porte son nom. Sur la pelouse, la conquête du trophée est entre l'équipe des services centraux ici en orange et celle des greffiers et secrétaires des greffes pour une chaude empoignade en perspective. Le feu ainsi mis aux poudres permet aux deux formations d'aller à l'assaut des buts adverses. Les services centraux, visiblement meilleurs dans l'élaboration du jeu, s'offrent les meilleures occasions du match, tant en première période qu'en deuxième mi-temps. Toutefois, ils réussiront à s'imposer dans la séance des tirs au but, par 3-1. Le premier responsable de la magistrature ne peut qu'en être heureux. Je voudrais profiter de l'occasion d'abord pour remercier l'ensemble de la famille judiciaire dans toutes ses composantes. Et d'autre part, je voudrais féliciter toutes les équipes qui ont participé à un tournoi. Et en définitive, d'une manière singulière, les deux équipes finalistes. Mais singulièrement, je dirais plus, le cabinet du ministre. Je pense que le match que j'ai eu à assister est un bon match. J'avoue, avec des joueurs de qualité. Le match était plus ou moins équilibré, mais les tirs au but ont décidé du sort, en tout cas des greffiers. Donc c'est l'équipe du cabinet qui a gagné. Je voudrais les adresser mes vives et chaleureuses félicitations. Et je pense que de dire aux autres également, ils n'ont nullement démérité. C'est un jeu, il faut bien un vainqueur. Et surtout si on finit par le tir au but, il faut bien qu'un gagne. Donc je pense qu'ici, encore l'occasion de dire qu'une tradition a été respectée. Vainqueur 3-1, la formation des services centraux brandit le trophée de la 3e édition de la Coupe du chef suprême de la magistrature, plus de 150 000 francs CFA. Focus Santé à présent, chacun de nous se brosse au moins une fois par jour, un élément de l'hygiène bucco-dentaire qui, selon beaucoup de gens, permet d'éviter la carie dentaire, une des maladies de la dent les plus redoutées. Mais le faisons-nous correctement? Comment cette hygiène bucco-dentaire est-elle encouragée chez nos enfants et que doit-on faire? Hygiène bucco-dentaire chez l'enfant, une réalisation de Tchessira Dambélé. L'hygiène de la bouche et des dents n'est pas l'affaire des seuls adultes. Chez l'enfant, elle s'impose dès l'apparition des premières dents de lait qui peuvent aussi être victimes de caries. Selon les spécialistes, 1 an et demi, 2 ans, c'est l'âge idéal pour commencer à apprendre à l'enfant l'hygiène dentaire. À ce stade, c'est le brossage après les principaux repas qui est conseillé. Si les parents n'arrivent pas à faire les 3 brossages,
il faudra tout faire, au moins faire le dernier, le soir au coucher, brosser les dents de l'enfant pour que les débris alimentaires ne dorment pas dans la bouche de l'enfant. En général, quand on regarde, les gens se brossent le matin directement au réveil. Mais en fait, ils ne se brossent pas, hein, ils enlèvent l'odeur. C'est-à-dire, quand la nuit, on ne se brosse pas, le soir au coucher, le matin, on se réveille, ça trouve que les débris alimentaires que nous avions au niveau de notre bouche se sont fermentés et ça dégage une odeur. Et c'est cette odeur que nous enlevons le matin avant de manger. Et c'est ce qui n'est pas bon du tout. Nous conseillons que les gens se brossent surtout après les repas. C'est pour enlever les débris alimentaires, les restants des aliments qui sont au niveau de la bouche. À 23 mois précisément, l'enfant doit avoir sa propre brosse à dents adaptée à son âge en termes de taille, de forme et de souplesse des poils. Celle-ci doit être régulièrement renouvelée puisqu'une vieille brosse perd toute son efficacité. Les enfants sont généralement friands de sucreries, un type d'aliment dont la consommation doit être modérée et accompagnée de mesures d'accompagnement pour diminuer les risques de caries dentaires. En gros, les aliments sucrés exposent l'enfant à développer plus la carie dentaire. Il s'agit entre autres de bonbons, de chewing-gum, de chocolat et d'autres produits sucrés. Même l'utilisation du sucre blanc dans ce que nous consommons comme le gingembre, les dablénis et autres. Mais si les dents de l'enfant sont déjà détériorées, il est conseillé de l'accompagner dans une structure sanitaire adaptée. Même si l'enfant n'a pas mal à la dent, croire que les dents de lait carié seront remplacées obligatoirement sans dommage par des dents permanentes est une erreur. Dès qu'il y a déjà les taches noires, dès qu'en dehors des taches noires, il peut y avoir même des mauvaises positions des dents, c'est-à-dire que les dents peuvent ne pas être en bonne position. Tout ça, ce sont des pathologies, ou bien les dents même perdent d'autres colorations. L'enfant n'a pas mal en tant que tel, mais ça, c'est déjà des pathologies auxquelles il faut faire attention. Il est conseillé que les parents amènent les enfants, même avec ces différentes pathologies, sans douleur. Dans l'apprentissage, le jeune enfant ne sait pas cracher le dentifrice qu'il utilise. Il est donc conseillé de ne pas en mettre trop, pas plus que la taille d'un pois. Par ailleurs, il faut faire attention aux dentifrices contrefaits ou périmés. Même ceux qui ne le sont pas ne devraient pas être exposés au soleil pour garder toute leur efficacité. Page noire de cette édition, le Mali vient de perdre un de ses artisans, un monument de son histoire à la souveraineté nationale. Décédé le samedi 19 novembre 2011, El Hadj Tidjani Sidibé a été inhumé cet après-midi en présence des plus hautes autorités du pays, une foule nombreuse et d'amis et de collaborateurs. Nando Dambili. Âgé de 95 ans, El Hadj Tidjani Sidibé a vu le jour vers 1916 à Kati. Il fit ses études primaires et secondaires, respectivement à l'école régionale de Bamako et au lycée Terrasson de Fourgère, actuel lycée Askia Mohamed. Admis à l'école William Ponty au Sénégal, il y obtint son diplôme de comptable des trésors. À son retour au Bercail, il est appelé sous le drapeau pour le service militaire obligatoire à l'artillerie de Kati. Il rejoignit son premier poste d'affectation à la trésorerie de Bamako qu'il quitta quelque temps après, suite à des différends qui l'opposaient à l'administration coloniale et à certains cadres de l'époque pour ses prises de position politiques contraires à leurs intérêts. Depuis, l'homme s'est engagé à défendre la cause des militants de son parti, l'Union soudanaise RDA, celle des opprimés et des pauvres devant les tribunaux. Pour ce faire, il créa le tout premier journal, l'Observateur du Soudan, Niger. Aujourd'hui, je peux dire que le Mali perd un de ses valeureux fils. C'est un géant baobab qui tombe. Une grosse bibliothèque qui brûle, comme l'a dit Amadou Ampateba. Vous le sentez, l'émotion qui me traîne. Il a été élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Mali, à titre posthume par le président de la République, Amadou Toumani Touré, grand maître des ordres nationaux. L'homme laisse derrière lui une famille nombreuse de 14 enfants.
Paix à son âme. Et c'est la fin de ce journal. Le prochain, c'est demain à 10h avec Aïssata Ibrahim Maïga. Mais avant, tout à l'heure, ces formations continuent avec Nyanya Alou Traoré. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain soir pour les éditions du soir. Merci et bonsoir.